Moutier, c'est un organisme que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant bientôt 15 ans, je suis au Carrefour depuis 2005 et c'est chaque jour différent. Donc je suis vraiment très heureuse de vous parler de cet organisme. Comme vous le disiez, effectivement, on a l'organisme à 50 ans cette année. Et donc c'est une grosse année. On a déjà marqué le 10 avril tout un hommage à nos bénévoles. Et il y avait des personnes qui sont venues témoigner, qui étaient là tout au début du Carrefour en 1969, qui sont venues témoigner de leur bénévolat. C'était très touchant. Moi, effectivement, je suis arrivée en 1998. J'étais déjà venue au Québec à plusieurs reprises. J'étais psychologue en France et je suis une amoureuse de voyage. J'ai beaucoup voyagé et à l'occasion à un moment donné, j'ai décidé de faire un tour du monde et de finir mon voyage au Québec. C'est-à-dire que quand je suis partie, j'ai tout laissé. Et je suis venue m'installer au Québec parce que je suis tombée en amour avec le Québec. Et arrivée au Québec, j'ai travaillé, j'ai recommencé un peu à la base parce que mon diplôme de psychologue n'était pas reconnu ici. Mais ça fait rien, ça m'a permis de vivre d'autres expériences. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes à Montréal dans des entreprises d'insertion. J'ai beaucoup fait de l'écoute auprès de ces jeunes-là. Et ensuite, j'ai vu cette annonce du Carrefour Le Moutier qui cherchait une directrice. Et là, je n'ai pas hésité une seconde. Je vous parlerai un petit peu plus après, plus en détail, un peu de l'approche qu'on préconise au Carrefour et qui fonctionne. C'est la même approche qu'il y a 50 ans et c'est un peu magique. Mais avant tout, quand on a fêté nos 40 ans, il y a des amis et professionnels vidéastes qui m'ont proposé de faire une vidéo sur l'histoire du Carrefour. Et pour les 40 ans, on a visionné ce documentaire que je vais vous laisser découvrir, parce que ça met vraiment, je trouve, la table de l'histoire de cet organisme. Je pense qu'on est un des plus vieux organismes dans le vieux Longueuil, là, vraiment, si ce n'est le plus vieux. Donc, je vais vous laisser regarder cette vidéo, parce que tout de suite, vous allez... ça va déjà aussi vous donner un peu une idée des différents services et de l'évolution du Carrefour au fil des ans. C'est une vidéo qui dure à peu près 16-17 minutes. Et puis ensuite, je vous retrouve. En fouillant dans les documents d'archives du Carrefour Le Moutier, nous avons retrouvé un film 16 mm. Nous avons été très touchés lors de son visionnement. Bien que réalisé dans les années 70 par le cinéaste Daniel Bertolino, il y dépeint une société qui encore aujourd'hui, en 2009, souffre des mêmes carences. En voici un extrait. Nous vivons une ère d'angoisse et de détresse. Malgré tous les progrès qui nous sont offerts, nous sommes victimes de notre technologie avancée. Nous allons tous, dans un instant, obéir à cette sorte de programmation qui nous domine dans notre impitoyable solitude. Dans cette ville immense qui se remplit de vide, existe-t-il pour moi un moyen d'échapper ne serait-ce qu'un instant à cette horrible impression de solitude? Alors l'homme, pour ne pas craquer, doit se protéger ou encore réinventer sa propre vie, mais d'autres n'en auront pas le courage. En 2009, nous célébrons les 40 ans de vie du Moutier qui s'est battu pour préserver sa mission d'accueillir inconditionnellement la détresse humaine. Devrons-nous mener une révolution tranquille afin de multiplier la mission du Moutier en redécouvrant la spiritualité dans nos vies? Alors, on est donc en 1969. Le Carrefour Le Moutier coïncide avec l'ouverture du métro de Longueuil.
qui soit au carrefour de la vraie vie contemporaine, dans la vraie vie municipale, métropolitaine, au cœur du métro de Longueuil. C'est des personnes qui sont encore au conseil d'administration, qui étaient impliquées bénévolement il y a une quinzaine d'années au Carrefour, et qui témoignaient il n'y a pas longtemps que à cette époque-là, il y avait vraiment, les gens faisaient une file d'attente pour être écoutés par quelqu'un. Alors il y avait des petits cubicules et il y avait peut-être 3-4 personnes bénévoles qui faisaient de l'écoute en même temps et des gens qui attendaient encore à la porte. Nous avons toujours voulu respecter notre mission, puis nous avons été aussi têtus. Nous sommes un centre de première ligne d'écoute, d'accueil inconditionnel, sans demander jamais le nom des gens, sans leur demander leur adresse et leur numéro de téléphone. L'origine même de l'organisme, c'est un point de rencontre pour les gens. Et peu importe le service que les gens viennent chercher ou l'information que les gens viennent chercher, c'est une rencontre avec un autre être humain qui permet à la personne qui vient de sentir qu'elle fait partie d'une société, de sentir en même temps qu'on lui prête une attention, qu'elle a une dignité, une importance, peu importe sa situation actuelle. Viens ici qui a besoin d'un service de base, un service pour s'en sortir. Des fois, je me cherche. Des fois, je me retrouve. D'autres fois, je me repère. Quand je suis tout croche, je cherche un moyen de passer à travers et d'y voir clair. Et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, qui fait que je me retrouve encore ben en vie. Je me présente. Je suis Jean-Guy Bissonnette. Je suis prêtre du diocèse de Saint-Jean-Longueuil depuis 52 ans, je pense, quelque chose comme ça à peu près. J'ai été secrétaire de Monseigneur Coderre, qui a été le fondateur du Moutier. Vous savez, c'était pas l'évêque flamboyant, là. C'était un homme simple, un homme qui était humble et qui essayait toujours d'être toujours très proche de son monde. C'est un homme qui a eu comme deux grandes phases dans sa vie. La phase avant le Concile Vatican II, qui s'est tenu entre 62 et 65 à peu près. On a pu comprendre ce qu'était l'Église avant le Concile. C'était plus réformé, c'était plus clérical, c'était moins ouvert sur le monde. Monseigneur Coderre ayant fait l'expérience, ayant eu cette expérience-là, ayant connu des évêques à travers le monde, quand il est revenu ici, on était à la veille de l'Expo 67. Alors il s'est dit, il faut un lieu dans mon diocèse d'accueil inconditionnel du monde. Il y a 40 ans, c'est sûr que moi je pense que ça... Vous savez, la foi, c'est pas rien que dans les nuages, dans le fond. La foi, il faut que ça s'incarne très concrètement dans les réalités qu'on vit. Et je pense que le Moutier, c'était une façon pour l'évêque du temps d'incarner justement cette idée d'être au service du monde. Monseigneur Coderre, qui était un évêque qui était très respectueux de sa population, mais aussi très inquiet quant aux grands changements que la société québécoise connaissait. Vous savez, le mot moutier, ce que ça veut dire, c'était autrefois des monastères en Europe
des moines, au fond, qui accueillaient de façon inconditionnelle les gens, les voyageurs qui étaient de passage. Il a toujours fallu défendre, je dirais, l'indépendance du Moutier, défendre sa capacité d'accueillir de façon inconditionnelle le monde. Le Parti libéral est arrivé au pouvoir en 1973, là, il y a eu le Castonguay. Alors, Castonguay est arrivé, puis là, il y a eu une espèce d'idée qu'on rapatrierait, tout deviendrait autour des CLSC. Puis qu'en dehors des CLSC, il n'y a rien qui fonctionnerait. OK. Alors, nous autres, au Moutier, on était là depuis 67, 68. Alors, ils voulaient nous intégrer au CLSC. On s'est dit non, jamais, on va se laisser intégrer au CLSC. Et on avait invité René Lévesque pour lui expliquer notre position. Puis il avait dit, vous avez bien raison. Ce service qu'on a d'écoute et d'accueil reste le même, avec la même volonté d'accueil inconditionnel, d'être une personne rentre, a besoin d'être écoutée, elle est écoutée tout de suite. Carrefour Le Moutier, bonjour. Mon nom c'est Carole. Je suis bénévole ici à l'accueil d'écoute. On va pénétrer dans notre royaume de l'écoute. Voilà. J'aime dire bonjour. Là, puis la question, qu'est-ce qu'on me dit à ce moment-là, c'est j'aurais besoin d'un peu d'écoute, mais certainement. Et c'est dans cette atmosphère d'intimité-là qu'on se rencontre. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie, des personnes qui vivent de la solitude, qui sont en rupture de relation. Toutes les personnes qui ont besoin de dire, mon Dieu, j'ai besoin d'être écoutée, j'ouvre la porte, je fais le pas pour me donner un coup de pouce. Moi, j'aime voir arriver des gens comme ça. Quelqu'un peut entrer, pas pour rien, mais ça peut être, il peut simplement venir chercher une information, simplement dire « Ah, ben ça, j'ai le désir de participer à une activité, même de recevoir une formation, je souhaiterais devenir une sentinelle, je souhaiterais faire de l'écoute, être en relation avec mes semblables, et c'est possible. » Mon nom c'est Zian Ezam, je travaille comme conseiller en immigration au Carrefour Le Moutier depuis presque 25 ans. Je suis un des premiers groupes de réfugiés afghans qui a été accueilli par le Carrefour Le Moutier dans les années 80. C'était le seul lieu d'accueil au Québec. C'est la même chose pour d'autres lieux, d'autres pays qui ont vécu des situations. Nous étions reconnus comme étant capables d'accueillir puis capables de faciliter l'intégration. Il s'agit d'une culture totalement différente de la nôtre. Il fallait soutenir ces familles pour l'intégration des enfants à l'école. Il fallait soutenir ces familles pour faire un rapport d'impôt comme pour aller chercher une carte d'aide sociale. Le fait que j'étais un des premiers groupes de réfugiés afghans en contact avec le Carrefour Le Moutier, je suis devenu une personne ressource pour le restant des communautés qui se sont installées. Le nombre d'interventions qu'on fait ou le nombre d'entrevues qu'on fait dans une année, ça dépasse 1200, 1300 entrevues par année. Et la première chose que nous autres, comme conseillers, moi et ma collègue, on doit établir, c'est le lien de confiance. Parce que ces gens-là, ces groupes, ont quitté leur pays à cause de la guerre, à cause des situations problématiques qu'ils voulaient, eux autres, tout ce qu'ils faisaient, ils voulaient sauver leur vie. Les organismes comme nous, ça n'existe pas dans leur pays. Dès qu'eux autres ils sont en face de quelqu'un dans un bureau, ça arrive souvent qu'ils sont là pour répondre à certaines questions au gouvernement. Ils ont toujours peur. C'est très différent qu'il y a quelques années.
Le métro, là, ça court partout, les gens sont pressés, vite, on a le travail, vite, ils sortent du métro, il faut vite qu'ils aillent prendre leur autobus, et surtout, c'est pas celui de 04, c'est celui de 01, là. Diane Laurent, c'était ma prédécesseur, elle était directrice du Carrefour Le Moutier pendant 11 ans avant moi, donc j'ai pris sa relève, en fait. Voilà. Le contexte social avait changé, le Carrefour Le Moutier a été un pionnier comme centre d'écoute, mais il y a beaucoup de services qui s'étaient développés depuis ce temps-là. Donc, on a pris le virage écoutarium. En fait, écoutarium veut dire espace d'écoute, mais dans la communauté, partout, à la portée de tous. Dans le fond, c'était ça le but. Donc, le virage écoutarium, c'est vraiment la continuité de la philosophie du Carrefour Le Moutier, mais avec le souci de passer de l'aide à l'entraide, de l'individu, de l'individuel au collectif. Aujourd'hui, le Carrefour Le Moutier est présent dans des écoles. Il est présent dans d'autres organismes communautaires. Il apporte son propre apport et il a créé tout un réseau. De ça est issu plusieurs projets, dont entre autres le projet Sentinelle, qui était dans le fond carrément une façon d'aller outiller toute personne qui est intéressée dans la vie, dans le fond, aider son voisin, sa famille, les gens qui voyaient autour de lui pour combattre la détresse finalement. Et aujourd'hui, en 2009, à ce jour, on a à peu près 120-130 sentinelles formées et accréditées dans la communauté, aussi bien des personnes individuelles qui appellent ici ou au sein des organismes qui ont un réseau implanté à l'intérieur de leur organisme. Je m'appelle Nathalie Dubé, je suis cuisinière à l'abri de la Rive-Sud auprès des hommes et des femmes sans-abri. Une des raisons pourquoi j'ai suivi la formation de Sentinelle, c'est pour être proche des gens, être capable de voir la réalité du suicide, quelque chose que je ne voyais pas avant la formation quand j'étais dans les préjugés comme beaucoup de monde. Pour moi, c'est que ce soit n'importe où, dans l'autobus, chez nous, en marchant au travail, cette formation, être sentinelle, c'est important pour moi d'être là, écouter, être attentif aux petits gestes, ou à la détresse des autres, parce que les détresses peuvent être d'une peine d'amour à quelque chose de plus gros, puis des fois, je pense que beaucoup de monde ne seront pas à l'écoute. Bien, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est l'enthousiasme des bénévoles. L'enthousiasme des bénévoles, évidemment, l'enthousiasme du personnel du Moutier. Vous savez, c'est une toute petite équipe qui conduit des dizaines et des dizaines et des dizaines de petits et de grands dossiers qui mènent à bon port. Donc, moi, ce que je trouve le plus beau, c'est l'enthousiasme, puis je dirais l'affection des gens pour leur travail, mais surtout pour les gens qui viennent chercher de l'aide. Le groupe de bénévoles du Carrefour Le Moutier, d'à peu près il y a 2 ans. Avec, à ce moment-là, on avait comme coordonnateur M. André Mortelman. Je dis coordonnateur, c'était le responsable des bénévoles. C'est lui qui donnait la formation. D'ailleurs, de qui j'ai reçu la formation. Et puis, qui est entouré ici là, de tout notre groupe, dans le fond. Cet accueil inconditionnel, il ne se ferait pas avec cette qualité-là, parce que ce sont des citoyens là, qui sont impliqués bénévolement et qui sont une personne le matin, une personne l'après-midi, chaque jour 2 personnes différentes à l'accueil. C'est quand même très important. Sans eux, on ne pourrait pas assurer ce service-là. Voilà. Je pense que c'est un petit documentaire qui vraiment résume bien l'histoire. C'est sûr que 10 ans se sont écoulés depuis, mais on reste avec exactement la même philosophie d'accueil. Je voudrais juste aussi dire que si le Carrefour Le Moutier a 50 ans, c'est aussi grâce à toutes les personnes bénévoles qui sont à l'accueil. Écoute, il y a 2 personnes ici qui font du bénévolat chez nous. L'organisme a une telle longévité aussi grâce à ces personnes-là. On ne pourrait pas assurer le service sans ces personnes-là. La longévité du Carrefour aussi, je pense qu'elle vient effectivement de son approche.
et de sa capacité aussi à rester connecté aux besoins des milieux. Diane Laurent le disait dans le documentaire, on donnait des écoutes dans nos espaces, puis à un moment donné, on s'est dit, mais c'est important d'outiller plus largement les personnes pour qu'il y ait de l'écoute ailleurs, dans nos communautés. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens parce qu'il y a tellement de choses à dire. Peut-être commencer par vous énoncer notre libellé de mission qu'on a revisité un petit peu l'année dernière pour vraiment se pencher, pour vraiment qu'il exprime plus précisément et de façon concise ce qu'on fait. Alors, on a, toute l'équipe a retravaillé avec les bénévoles, le conseil d'administration, sur un nouveau libellé de mission. Ben, c'est la même mission, mais elle est exprimée un petit peu différemment. Notre mission, c'est accueillir, écouter et outiller toute personne qui vit un moment difficile, une période de transition, afin qu'elle retrouve ses forces et son pouvoir d'agir pour elle, mais aussi pour sa communauté. Notre vision, c'est que l'organisme, il veut participer à l'avènement d'une société plus inclusive, solidaire et en santé, en valorisant l'écoute, qu'il voit comme un moyen déterminant pour des changements individuels et collectifs. Enfin, nos valeurs, ce sont le respect. La personne est accueillie pour ce qu'elle est et ce qu'elle vit au moment où elle se présente. La personne est respectée dans son unicité. La générosité, au Carrefour Le Moutier, chaque personne est attendue et entendue. Enfin, l'empathie. L'empathie, c'est une ouverture et une présence authentique qui permet à la personne de se recentrer sur ses forces. C'est là que je fais un peu le lien avec notre philosophie, parce que juste dire qu'on fait de l'écoute, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On fait pas juste de l'écoute active. L'écoute active, c'est un terme qui a été un peu galvaudé vraiment, l'écoute, les bénévoles ont une formation de plus de 20 heures, qui est vraiment une formation basée sur encore Carl Rogers. Là, quand on parle d'empathie, c'est vraiment une notion que Carl Rogers a beaucoup portée. C'est une approche, quand on parle d'accueil inconditionnel, Carl Rogers, il disait même une attention positive inconditionnelle. J'aime encore mieux ce terme-là. C'est vraiment dans ce sens-là. Une attention positive inconditionnelle. Et sans jugement, avec authenticité aussi. C'est des termes qu'a beaucoup porté Carl Rogers, l'authenticité, la congruence, l'empathie et cette attention à l'autre. On a comment je dirais, une méthodologie aussi qui a été influencée beaucoup par la formation intégrale humaine qui a été créée par Janine Guindon, basée vraiment sur la psychoéducation. Vous avez sûrement entendu parler de... Notre méthodologie d'écoute, et c'est beaucoup basé sur ces théories-là aussi, de centrer la personne sur ses forces. Quand on parle du concept de la zone santé, c'est qu'on part du principe que tout le monde a un potentiel, une capacité d'agir, une capacité d'influencer, un pouvoir sur sa vie. Tout le monde. Et donc, dans notre méthodologie, quand on forme nos bénévoles, on les forme aussi à accéder à cette partie de l'individu, c'est-à-dire à recentrer la personne sur sa zone santé et non pas sur ses zones d'ombre.
Quand une personne se présente, on ne va pas focuser sur ses besoins ou sur ses manques ou sur... par contre, on va lui permettre de vraiment d'aller voir sa zone santé. Donc, en premier lieu, la personne qui est accueillie, on se la représente. André Mortelmans, ce que vous avez vu, qui est à la retraite maintenant, j'aimais bien parce qu'il disait, il reprenait le slogan de Radio-Canada qui disait « il faut écouter pour voir », il disait. Puis André disait « nous, il faut voir pour écouter ». C'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on se représente la personne. C'est ça aussi qui crée cette dimension empathique. On va vraiment se centrer sur la personne et se mettre un peu dans ses bottines, mais sans pour cela s'identifier. Il faut toujours garder cette entre guillemets, distance. Donc on se représente la personne, elle est respectée dans son unicité, elle est également reconnue dans l'unicité du moment. C'est vraiment, l'écoute, c'est vraiment ici, maintenant. On ne commence pas à aller dans le pourquoi ou dans ce qui s'est passé avant, où on est ici, maintenant, dans ce qu'elle vit, ici et maintenant. Ça, c'est fondamental. Ensuite, je parlais du concept de la zone santé. En fait, il a été créé pour éviter de réduire la personne à son problème, à ses maladies, à ses limites, pour signifier qu'elle a aussi une zone de santé dans laquelle se conjuguent ses forces, ses talents, ses habiletés et son potentiel. L'écoute se fait toujours à partir de ce vécu-là, de la zone santé. Donc, c'est outiller la personne, l'aider à trouver dans sa zone santé des forces et des talents qui lui donneront un élan pour mieux gérer sa réalité. Pour faire ça, on outille nos bénévoles. Les bénévoles, là, ce ne sont pas des intervenants professionnels, ce sont des personnes de cœur. Et on leur donne une formation avec certains outils. Par exemple, dans ces outils-là, il y a ce qu'on a appelé la relecture. C'est plus que de la reformulation ou du reflet dont on parle au niveau de l'écoute active. La relecture, c'est cet outil-là justement qui permet de remettre la personne dans sa zone santé. Relecture, c'est permettre à la personne de relire ses expériences, mais de les voir peut-être autrement, avec un autre regard, de se les représenter différemment. Alors il y a des outils pour ça. Je ne ferai pas de cours ici parce que mais c'était important pour moi au Carrefour Le Moutier, on veut rester simple, mais la formation qu'on donne aux bénévoles, on veut vraiment qu'elle soit utilisée parce qu'on sait que ça fonctionne. Et on offre aux bénévoles des formations continues, on fait des rappels sur les outils qui ont été donnés. Et chaque bénévole aussi prend un temps après son écoute pour faire une réflexion sur son écoute, partage aussi avec la coordonnatrice un petit peu. C'est pas toujours facile de rester, de continuer d'utiliser ces outils, de ne pas tomber dans la conversation. C'est très demandant pour une personne qui est à l'écoute. Donc on offre beaucoup de soutien aux bénévoles. Je vais rentrer plus maintenant dans les détails, parce qu'au fond, le Carrefour Le Moutier, c'est un organisme de première ligne. Donc tout le monde peut pousser la porte, ne serait-ce qu'une petite préoccupation ou juste une information, il sera toujours accueilli, on prendra le temps de l'écouter, qu'il reparte avec la bonne ressource. Et c'est avec le même esprit que dans les années 90, on s'est mis à accueillir des personnes, avec l'arrivée des Boat People, après la guerre du Vietnam. C'est un peu comme ça que ça a commencé aussi, ce volet d'accueil plus des personnes immigrantes.
Mais c'était dans le même esprit d'accueil. Là. On n'avait pas du tout, à l'époque, d'entente avec le ministère de l'Immigration. Les Boat People sont arrivés et il y a eu toute une vague de solidarité, d'entraide, et le Carrefour Le Moutier a mis la main à la pâte aussi pour accueillir ces personnes-là. Et c'est comme ça que, finalement, s'est développé l'accueil des nouveaux arrivants, l'accompagnement des nouveaux arrivants au fil du temps. Il y a eu des ententes plus formelles avec le ministère de l'Immigration. Mais ces personnes sont accueillies exactement avec la même approche. Et on essaye vraiment d'être très en synergie au niveau des différents services au Carrefour. Les personnes immigrantes peuvent être référées à l'écoute. Il y a toute une synergie, une fluidité que pour nous c'est très très important de maintenir, parce que l'accueil de la personne, elle se fait dans sa globalité. C'est vraiment une approche holistique, une approche humaniste, et c'est pas juste dans des petites cases. Donc, il y a donc l'aspect des nouveaux arrivants, et aussi un service de première ligne qui a la volonté d'être beaucoup en amont. On fait de la prévention. On veut prévenir l'aggravation de situations. On sait que la santé mentale est fragile, on sait que l'équilibre peut être fragile, et une préoccupation peut se transformer en quelque chose de plus difficile, puis une crise, puis on sait que ça peut être encore plus grave que ça, soit des situations sociales qui dégénèrent, une santé mentale qui se déséquilibre, et voire des détresses extrêmement graves qui conduisent au suicide. Et nous, on veut, par les services qu'on offre, on veut vraiment être très en amont de ça, pour éviter, pour que la personne, aider la personne à se maintenir en santé, à maintenir un équilibre, et on fait beaucoup de prévention. Donc nos services de prévention de la détresse psychologique et sociale se traduisent par notre service écoute, comme je l'ai expliqué. Les écoutes ont beaucoup augmenté depuis les dernières années. On a maintenant quasiment 2 bénévoles le matin, 2 bénévoles l'après-midi. On a 2 bureaux d'écoute qui sont tout le temps utilisés. Ce sont des écoutes téléphoniques et en face à face, de façon anonyme et confidentielle, évidemment. On a développé aussi, depuis 2-3 ans, parce qu'on s'est rendu compte que c'est important de maintenir cette écoute ponctuelle, mais on s'est rendu compte que certaines personnes avaient besoin d'un tout petit peu plus, un petit pas de plus. Il suffisait d'un petit coup de pouce de plus pour qu'elle soit un peu plus... Donc, on a proposé, toujours dans la même approche, toujours avec la même philosophie d'intervention, ce qu'on a appelé le soutien personnalisé par l'écoute. C'est-à-dire qu'on propose à une personne de la rencontrer entre 5 et 10 rencontres, toujours ici, maintenant. On ne part pas dans une psychothérapie du tout. D'abord, on n'est pas formé pour ça, et ce n'est pas notre mission. Mais donc là, on travaille par objectif, et on reste toujours connecté à l'ici maintenant. La personne, elle repart avec des petits outils. Et on s'est rendu compte que ça correspondait vraiment à des besoins. Il y a des personnes, par exemple, qui sont en attente de service au CLSC, pas forcément pour des choses très graves, mais le fait d'attendre et qu'on ne réponde pas à leurs demandes, ben, ça fait que leur situation se dégrade. Donc ce petit service-là, ce petit coup de pouce qu'on donne, vient prévenir des situations qui pourraient se... Donc ça, c'est quelque chose qu'on a développé, et ça répond à des besoins. Nos services de prévention aussi, pour prévenir la détresse, on a développé au fil du temps un service de formation qui est maintenant beaucoup, qui est en demande de plus en plus, que ce soit nos partenaires, le grand public. On a monté une trousse de formation avec un volet qui concerne plus la détresse psychologique et sociale. Alors là, on donne des ateliers de comment prendre soin de soi, par exemple. C'est chouette, ça. Comment prendre soin de soi.
Mais des fois, on oublie, on ne sait plus, on ne sait pas comment prendre soin de soi. Alors, c'est un atelier qui se veut aussi très interactif, qui donne des outils, comme la relecture, c'est un des outils, le budget d'énergie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du budget d'énergie. C'est toujours cet équilibre-là, hein, entre nos dépenses d'énergie, puis comment on se renforce. Donc, des ateliers plus reliés à la détresse, et d'autres ateliers qui sont plus des ateliers de sensibilisation, justement, autour de l'accueil des nouveaux arrivants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de méconnaissances, et ça n'aidait pas les nouveaux arrivants, ça n'aidait pas leur intégration. Il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup de préjugés, beaucoup de méconnaissances sur qu'est-ce que ça représente un parcours migratoire. Et on part du principe qu'accueillir les nouveaux arrivants, mais c'est une responsabilité partagée. Il y a une société d'accueil et il y a des gens qui arrivent, et nous devons, c'est une responsabilité que nous devons partager. Alors, en lien avec notre mission, on s'est dit, ça ne se peut pas d'être témoin d'autant de méconnaissances qui finalement aggravent aussi la détresse de ces personnes qui vivent des choses difficiles quand elles arrivent. Ça fait partie de notre mission même d'aller aussi outiller la société d'accueil, et donc on a monté aussi dans notre trousse de formation des ateliers de sensibilisation sur le parcours migratoire, et récemment un atelier relié aussi à la santé mentale, parcours migratoire et santé mentale, parce que on s'est rendu compte que la santé mentale pouvait être extrêmement fragilisée par un parcours migratoire difficile. Donc, notre trousse de formation s'est vraiment bonifiée au fil des ans, et on se rend compte que finalement, c'est des outils, c'est aussi, quand je parlais de mettre de l'écoute dans nos espaces, c'est aussi une façon de le faire en abordant tous ces thèmes-là. Donc, le volet accompagnement des nouveaux arrivants au Carrefour, il se traduit par, c'est sûr que nous avons une entente plus formelle avec le ministère de l'Immigration qui nous finance, ça nous aide quand même, qui nous finance pour ce volet-là. Et on est le seul organisme sur la Rive-Sud qui a une entente concernant l'accueil des demandeurs d'asile, tout dans leur installation sur la Rive-Sud, particulièrement la recherche de logement. Mais évidemment, vous vous en doutez, les services vont bien au-delà que juste la recherche de logement. Mais c'est aussi toutes sortes de personnes que nous recevons, de toutes sortes de pays. Il y a des personnes qui sont arrivées comme immigrants économiques, là, qui sont résidents permanents, mais qui ont besoin de coups de pouce, d'un accompagnement pour leur intégration. D'autres, comme les demandeurs d'asile, qui ont besoin davantage de soutien. Alors, par rapport aux nouveaux arrivants, on donne également de la francisation à temps partiel. On a maintenant 6 cours de différents niveaux. Et on est très fiers parce qu'on a réussi à convaincre le ministère qu'il y avait un manque dans ces cours-là, qui était un cours d'alphabétisation en francisation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes, plusieurs personnes, particulièrement des femmes, isolées chez elles, qui savent peu lire et écrire dans leur langue maternelle et qui ne parlent pas le français du tout. Donc ça n'aide pas, ça, c'est l'isolement le plus total. Donc on voulait arriver à ce qu'il y ait vraiment un cours d'alphabétisation qui s'est créé l'année dernière. On est très contents, puis vraiment le groupe est plein là, et beaucoup de femmes voilées qui viennent là, puis qui apprennent le français. Parce que c'est sûr que c'est une approche un peu particulière, hein, c'est pas évident, l'alphabétisation en francisation. Déjà, c'est pas ta langue, mais en plus, t'es sous-scolarisé, donc ça prend des méthodes un peu particulières, et on est très content d'avoir pu le faire.
Dans le service de formation dont j'ai parlé aussi, on a développé depuis les 3 dernières années une collaboration avec l'organisme Revivre, qui a développé, lui, un programme qui s'appelle J'avance. Et ça va vraiment aussi dans toute notre façon de travailler. Le programme J'avance, c'est d'outiller les personnes à autogérer leur santé mentale, j'ai presque envie de dire même leur zone santé, comment l'entretenir, cette zone santé. Donc c'est sur différents thèmes, et un des thèmes qui a le plus, bien sûr, de succès, c'est toutes les troubles de l'anxiété. On se rend compte que c'est un phénomène qui s'est beaucoup aggravé les dernières années. Beaucoup de gens souffrent d'anxiété, beaucoup. Et donc ces ateliers, ce sont des ateliers qui sont donnés sur 10 semaines. C'est collectif, hein, c'est des sessions de 10 semaines. Chaque atelier dure 2h30. Et c'est autogestion de mon anxiété. Donc, à chaque séance, il y a des outils. Ils repartent avec un cahier, des petits exercices. Et c'est vraiment fascinant comment ça aide les personnes. Là, vraiment, elles repartent avec des outils qui, au quotidien, leur permettent d'être plus sereins. Il y a aussi des ateliers sur l'estime de soi, autogestion aussi de la dépression, et un qu'on voudrait pouvoir offrir aussi sur la Rive-Sud, mais qui n'a pas encore été... il n'y a pas eu suffisamment d'inscriptions, c'est l'autogestion en milieu de travail, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de l'énorme pression et qui fragilisent leur santé mentale, et qui... donc, arriver à gérer ces fragilités en milieu de travail, arriver aussi à en parler, c'est ce que font les ateliers d'autogestion. Je vais juste revenir sur une petite phrase que j'ai entendue l'autre jour par rapport à notre service de formation, d'une personne qui venait d'avoir bénéficié de l'atelier Prendre soin de soi, et qui a dit à la fin à la formatrice: « Je vais apprendre à me donner de l'amour. Je vais apprendre à me donner de l'amour. » Moi, quand j'entends ça, je me dis, yes, bon. Un autre volet qui va complètement dans le sens de notre mission de prévention, et qui va aussi on va mettre de l'écoute dans nos espaces, c'est notre réseau Sentinelle. Vous en avez entendu un petit peu parler dans le documentaire. On est très fiers de ça, parce que c'est parti de... On parle beaucoup du pouvoir d'agir de chaque personne, ce qu'on appelle l'empowerment, c'est que chacun puisse reprendre du pouvoir sur sa vie. Les sentinelles, c'est de l'empowerment collectif. C'est de faire en sorte que la communauté, là, elle reprenne un peu du pouvoir. C'est aussi que chaque personne réapprenne à regarder son voisin, ne serait-ce que regarder son voisin, et se soucier de voir si son voisin va bien, dans l'autobus, dans le métro, à son travail, de se soucier des personnes qui l'entourent. Et j'aimerais savoir combien de fois, quand quelqu'un vous a demandé comment ça va, combien de fois la personne a répondu votre réponse? Il y a quelqu'un qui vous demande comment ça va tous les jours les gens vous demandent comment ça va. Puis moi je m'apprête à dire aujourd'hui je vais bien, ou hop, la personne elle est déjà partie, elle n'écoute pas la réponse. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais c'est souvent comme ça. Alors la sentinelle, en fait, on s'est dit, on va outiller les gens à détecter, à repérer autour d'eux peut-être des signes de détresse que peuvent vivre les personnes. On va outiller les gens pour aussi approcher les personnes, parce qu'on ne sait plus faire ça non plus. On n'ose plus approcher les personnes.
Donc, l'idée, la sentinelle, c'était donc de redonner ce pouvoir à chacun, mais aussi de redonner du pouvoir à nos collectivités. Et de créer finalement un filet de sécurité. Le rêve, c'était d'avoir une toile tissée dans nos communautés, un petit peu partout, avec nos petites sentinelles qui sont là pour veiller. Alors, à un moment donné, on a lancé le réseau Sentinelle en 2006, et à un moment donné, on s'est dit, mais c'est bien beau de former du monde comme ça, mais il faut pouvoir les soutenir, ces gens-là, puis une sentinelle n'est pas sentinelle non plus à vie. Une sentinelle, elle peut vivre aussi des choses difficiles à un moment donné, puis elle sera moins à même d'aider l'autre. Donc, on s'est dit, comment on va faire pour baliser tout ça? Donc, on s'est dit, on va offrir des formations de soutien à nos sentinelles, pour veiller à nos sentinelles. Puis, on va dire, une sentinelle n'est pas à vie, donc elle est accréditée pendant 1 an. Puis, tous les ans, on fait le tour de nos sentinelles pour dire, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous êtes prête à renouveler une année? Et si c'est le cas, on regarde un peu comment ça s'est passé pendant l'année. Puis aussi, on s'est dit, on va baliser nos sentinelles à un nombre de 200 pour pouvoir justement entretenir ce filet. Pour que nos sentinelles, on peut maintenant affirmer que nous avons là, aujourd'hui, 183 sentinelles actives dans la communauté, mais ce sont des sentinelles actives dans la communauté. Alors, elles sont où nos sentinelles? Elles sont dans des milieux de travail ciblés. On en a au Cégep Édouard-Montpetit, on en a par le biais d'un syndicat, on en a à Pratt-et-Whitney, on en a chez Danone, on en a dans des milieux d'éducation aussi au CFP Pierre Dupuis. Donc ça, c'est des milieux qui ont été ciblés plus vulnérables, plus à risque, des écoles pour adultes. Et on en a, et c'est ce qui fait un peu l'originalité de notre réseau Sentinelle, c'est que on en a dans la communauté. Monsieur, madame, tout le monde, un citoyen, citoyenne qui a eu sa formation et dans son quartier, dans son quotidien, il peut œuvrer comme sentinelle. Je vais vous lire la définition qu'on a donnée à la sentinelle. La sentinelle, elle veille. La vigilance lui permet de repérer tout signe de détresse. Sa bienveillance lui permet d'écouter et de discerner. Sa formation lui permet d'approcher et de référer ou relayer la personne à la ressource appropriée. La sentinelle est avant tout un citoyen, une citoyenne qui, de par ses fonctions ou son implication dans la communauté, est à même de repérer au quotidien des signes de détresse dans le milieu où elle se trouve. On a été un peu précurseur avec ce concept de sentinelle parce que une année ou deux après, le réseau de la santé a créé un cadre de référence pour former des sentinelles en prévention du suicide. Donc maintenant, il y a les C3S ont développé ce concept-là de sentinelle, mais il faut savoir que ce sont des sentinelles en prévention du suicide, c'est-à-dire ce qui fait l'originalité de notre réseau citoyen de sentinelles, c'est que ce ne sont pas des sentinelles en prévention du suicide, ce sont des personnes, des citoyennes qui sont là bien en amont de la crise. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais aborder. Peut-être juste une petite phrase que mon président a dit il n'y a pas longtemps, qui m'a fait, que j'ai bien aimé, parce qu'il disait, peut-être, on parle d'accueil inconditionnel, mais il y a peut-être quand même une condition. Et il a repris la phrase d'Albert Camus qui dit « c'est de croire en l'être humain ». Donc, c'est la condition.